Bienvenue à toutes et tous dans cet deuxième atelier organisé par Donner des ailes à la santé, aujourd'hui sur le thème des réseaux, s'appuyer sur son réseau. On sent que c'est un sujet important qui a permis dans plein de secteurs déjà de transformer l'approche en faveur de la mixité, mais le réseau peut prendre plusieurs formes, donc on va en parler aujourd'hui et on va essayer de comprendre et d'explorer en quoi ça peut être utile pour transformer l'approche sur la mixité, accélérer aussi la démarche en faveur de l'égalité femmes-hommes. Pour en parler, je suis très bien entourée aujourd'hui de Géraldine Pignot, qui est la présidente de Donner des ailes à la santé. Bonjour Géraldine. De Bonjour. Lise Bousmar, également dans Donner des ailes à la santé. Bonjour, Bonjour. bienvenue Lise. Et Nathalie Pilès, qui nous a également rejoint comme invitée spéciale aujourd'hui, qui a une grande expérience des réseaux et qui va nous partager la sienne, notamment à travers ToGap. Et sans plus attendre, je vais vous céder la parole en commençant par Géraldine et je vous rappelle qu'il est normal que vous n'ayez pas le son et qu'on ne vous voit pas à l'écran. Par contre, vous avez cette petite case discussion en bas de votre écran qui vous permet tout au long de nos présentations de poser toutes les questions que l'on prendra à la fin des trois intervenantes. Voilà, Géraldine, à toi de jouer. Merci beaucoup Valérie. Donc effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions par le chat. Donc je vais vous parler un petit peu de Donner des ailes à la santé et puis de cet atelier développer son réseau et de ce qu'on en attend. On va se mettre en mode plein écran pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, le contexte, pour remettre un petit peu les choses en place, c'est la construction de notre réseau, Donner des ailes à la santé, que j'ai la chance de présider. Alors, Donner des ailes à la santé, c'est une association loi 1901. Vous voyez qu'elle s'est créée l'année dernière, en juillet 2020. Mais le collectif de réflexion autour de l'égalité homme-femme dans le domaine de la santé et plus particulièrement à l'hôpital, réfléchissait déjà depuis un an autour de ce projet et puis l'association s'est créée dans la foulée. Alors, parmi les différentes actions qui ont déjà été menées par l'association, il y a ce fameux baromètre Ipsos qui a été fait une première fois en 2001 puis refait en 2021. Et c'est vraiment les données de ce baromètre qui nous ont fait prendre conscience de pas mal de choses et surtout de la nécessité de créer du réseau, effectivement, et même d'aller un petit peu plus loin en créant cette association Donner des ailes à la santé. Alors, le constat est simple, hein, on est quand même 52% de femmes parmi les médecins hospitaliers et pourtant, cette évolution est en trompe-l'œil puisque parmi les PUPH, il n'y a que 19% de femmes et parmi les postes à responsabilité, incluant les présidents de CME et les doyens, il n'y a que 16% de ces postes qui sont occupés par des femmes. Donc, ce baromètre Ipsos, il cherchait un petit peu à savoir quels étaient les freins, les sensations potentielles de discrimination perçues par les femmes et par les hommes, puisqu'on a également interrogé les hommes dans le milieu hospitalier. Et vous voyez que les résultats sont assez édifiants, puisque 87% des femmes avaient déjà été victimes de discrimination au cours de leur carrière. Et quand on s'intéressait plus particulièrement à un point que je trouve assez intéressant, c'est la sollicitation pour les activités de représentation comme les congrès ou dans les médias, eh bien, vous voyez que 66% des femmes estiment que les hommes sont davantage sollicités dans ces activités de représentation. Alors, quand on interroge les hommes, on n'est pas en reste non plus, puisque vous voyez que 89% des médecins hospitaliers hommes avaient également constaté des discriminations à l'égard de leurs collègues féminines. Donc, un chiffre à peu près identique. Par contre, ils sont beaucoup moins à reconnaître qu'ils sont davantage sollicités dans les activités de représentation. On tombe à 34%, mais quand même un tiers des hommes le reconnaissent. Alors, cette association qui s'est créée dans les suites de ce sondage, eh bien, vous voyez là les membres du bureau de l'association. Et vous voyez qu'il y a à la fois des médecins, mais également des directeurs d'hôpitaux, et puis un soutien industriel qui nous permet effectivement d'avancer de manière conjointe et intelligente dans la même direction. Vous voyez également que l'association est soutenue par plusieurs marraines, parrains, acteurs engagés, membres dans le comité de pilotage. Et notre démarche est également soutenue par l'industrie et par des partenaires institutionnels relativement forts.
Alors, un des axes prioritaires, c'était de pouvoir déployer une démarche égalité dans les établissements et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. L'idée, c'est de proposer une charte, un guide de recommandations pour les établissements volontaires qui souhaitent mettre en place et déployer une démarche égalité. Alors, ça passe par un modèle de charte, des conseils de mise en place, des indicateurs de suivi et un accompagnement de ces établissements. Et puis, cette démarche, elle est portée à l'échelon institutionnel. On a rencontré la conférence des DG de CHU et plus récemment la conférence des doyens et tous sont très concernés, se sentent très concernés par ce point et par cette nécessité d'accompagnement. Et pour la conférence des DG de CHU, on a signé tout récemment une charte de partenariat entre les DG de CHU et l'association Donner des ailes à la santé. Et puis le deuxième point qui nous semblait important, c'était de mettre en place des ateliers digitaux qui permettaient aux femmes d'avoir des clés opérationnelles pour essayer de s'épanouir dans leur carrière, d'aller plus loin et de voir également comment constituer un réseau de femmes. Et c'est l'un des points dont on va parler aujourd'hui, développer mon réseau. Alors, développer mon réseau, d'accord, mais pourquoi? C'est ce qui va vous être traité un petit peu plus loin. L'idée, c'est effectivement d'abord de pouvoir échanger, partager des informations. Et ça, c'est très important parce que quand on est à l'hôpital, on est entouré, mais parfois on est un peu seul et on a du mal à obtenir des informations sur la disponibilité d'un poste, sur le fonctionnement d'un service. Et donc, ce réseau, il sert également et surtout à l'échange et au partage d'informations. Il va nous permettre également d'obtenir des conseils et de partager des expériences professionnelles. Et c'est très important dans notre métier parce qu'on est parfois confronté à des cas difficiles. Et il est quand même intéressant de pouvoir en référer à des collègues qui ont peut-être plus de compétences ou plus de connaissances dans tel ou tel domaine et qui vont pouvoir effectivement peut-être nous aider sur des cas cliniques un peu particuliers. Ça va permettre également de développer des nouvelles idées. Ce réseau, c'est vraiment l'occasion de créer des projets et de dynamiser des idées qui peuvent sembler pertinentes, d'augmenter la visibilité, potentiellement de se faire recommander par cooptation, et puis de rester motivé. On l'a vu dans cette crise sanitaire, dans la crise Covid, on a effectivement beaucoup souffert des difficultés rencontrées sur le terrain, et donc rester motivé, rompre la solitude, c'est également un des objectifs des réseaux. Alors attention aux idées reçues, moi j'étais bourrée d'idées reçues concernant les réseaux, et donc je pense que c'est important de bien rappeler que ça n'a rien à voir avec le nombre de relations que vous avez et sur le fait d'être timide ou pas. Au contraire, plus vous êtes timide et moins vous avez de relations, plus vous avez intérêt à participer à ces réseaux ou à créer des réseaux parce que vous allez pouvoir comme ça rencontrer une personne qui elle-même connaît deux autres personnes, qui elle-même connaît deux autres personnes et ainsi élargir votre cercle de connaissances. Bien souvent, on entend « il vaut mieux ne compter que sur soi-même et ne rien devoir à personne ». C'était un petit peu ma devise. Moi, ma mère me disait quand j'étais petite « aide-toi, le ciel t'aidera ». Alors, en vrai, en pratique, c'est « aide-toi et puis le ciel, on verra ». Donc, effectivement, on a beau développer des compétences, on a beau montrer effectivement notre valeur. Il manque parfois un petit quelque chose pour que la sauce prenne et pour qu'on soit tiré vers le haut. Et c'est ça l'intérêt du réseau, finalement, c'est de valoriser des compétences qui sont là, des compétences propres, mais d'avoir un moyen complémentaire pour mener efficacement la carrière professionnelle. L'argument de dire que ça demande trop de temps et trop d'énergie, oui, ça demande un petit peu d'investissement au départ et il faut que le réseau soit dynamique, mais c'est un engagement à long terme et c'est un investissement à long terme qui est porteur sur le long terme. Et puis parfois, on entend c'est du piston. Alors plutôt, mieux vaut dire faire jouer les relations ou être coopté. Cette notion de piston, en France, elle est très péjorative parce qu'elle sous-entend l'idée que la personne qui est pistonnée n'a pas les compétences nécessaires et réussit uniquement par ses relations. Le réseau, ça n'est pas ça. Le réseau, c'est mettre en relation des gens qui ont une compétence donnée et valoriser, mettre en avant cette compétence-là pour aider la personne en question. Donc, c'est un petit peu différent de l'idée qu'on peut en avoir. Alors, comment? Ça va vous être très largement expliqué par la suite, cette notion de networking, de réseau relationnel qui passe de plus en plus par les outils de télécommunication. On l'a vu, la crise Covid, eh bien, il y a eu 61% de connexions en plus sur des réseaux sociaux pendant cette crise sanitaire. Et donc, ces outils de télécommunication vont devenir très importants pour essayer de porter des messages importants. Alors, je vais tout de suite aller plus loin en laissant la parole aux prochaines intervenantes. La première intervenante, c'est Lise Boussemard, qui est professeure des universités et praticien hospitalier en oncodermatologie à Nantes et qui est très investie dans notre association Donner des ailes à la santé.
Et la deuxième intervenante, c'est Nathalie Piles, qui est présidente de l'association ToGap, puisque cet atelier digital se fait en partenariat avec ToGap. ToGap, c'est un réseau qui regroupe plusieurs collectifs en faveur du partage de la gouvernance entre les femmes et les hommes. Donc, dans un premier temps, je vais demander à Lise de nous apporter son témoignage. Merci, Lise. Merci Géraldine. Je vais parler sans diaporama, moi. Je suis ravie d'avoir la parole aujourd'hui pour partager avec vous mon expérience des réseaux. Donc, pour vous expliquer un peu, quand on me voit, on se demande souvent d'où je viens. Donc, je vous le dis tout de suite, ma mère est japonaise, mon père est français. Mais c'est peut-être parce que ma mère a quitté le Japon et qu'elle ne voulait déjà pas la vie d'une japonaise classique qu'elle est venue en France. Donc, en tout cas, je suis le fruit d'un mariage un peu original et donc j'ai fait médecine à l'université Paris 13. Et j'ai fait pas mal de stages à l'étranger pendant mon externat. C'est comme ça que j'ai déjà pu avoir un premier réseau un peu international. J'ai fait trois stages d'été à New York et un à Boston. Et là-bas, j'ai rencontré des hommes et des femmes pour faire les stages suivants, en fait. Donc, le réseau, c'est clair que c'est très important. Et chaque rencontre peut vous ouvrir beaucoup de perspectives, que ce soit femmes ou hommes. Et donc, quand est-ce que les réseaux de femmes ont été plus utiles pour moi? Donc, en revenant, donc quand j'ai fait mon internat, pour vous la faire courte, je suis donc dermatologue, j'ai fait un internat de dermatologie. Au début, j'ai choisi dermato en me disant que j'aurais plus de temps pour m'occuper de mes enfants. Et il s'est trouvé que j'ai vraiment adoré la dermato, en particulier l'oncodermato. Donc, ça ressemble plus beaucoup à la dermato de ville. C'est des gens métastatiques, en fait, avec des métastases cérébrales. C'est des pathologies très, très graves, souvent chez des jeunes, pour les mélanomes métastatiques. Et donc, finalement, les avantages que je voyais à la dermatologie, je ne les ai pas du tout utilisés. Mais sûrement que j'avais été influencée dans mon choix de spécialité par le fait que j'étais une femme et que je pensais qu'il fallait avoir du temps pour la famille. Mais au cours de mes stages, j'ai rencontré donc Caroline Robert, qui est professeure maintenant à Gustave Roussy, c'est la chef de service de dermato. Elle m'a vraiment inspirée parce qu'elle est rayonnante, très intelligente et heureuse de vivre. Et ça fait plaisir parmi les leaders de voir des gens qui ont l'air heureux et qui ont vraiment envie de communiquer, partager avec les gens, même les plus jeunes, ce qu'ils ont appris. Et donc, suite à mon stage à Gustave Roussy d'interne, j'ai choisi l'oncodermato. Et donc, Caroline Robert m'a proposé de faire un post-internat chez elle pendant 4 ans avec une thèse de sciences en parallèle. Cette thèse s'est soldée d'un article dans Nature, qui est un produit d'équipe quand même. Je n'étais pas toute seule à le faire, bien sûr. Donc, c'est un peu ce dont tout le monde rêve pour une thèse de science, c'est de publier dans Nature. Et donc, suite à cet article, j'ai cru que ma vie allait changer. En fait, non, j'ai juste obtenu un abonnement d'un an à Nature. Et là, en fait, pour recevoir des prix, il faut postuler. Ce n'est pas les prix qui tombent du ciel parce qu'on a fait un beau travail de science. Il faut postuler. Donc, en fait, on ne nous annonce pas qu'en science, pour avoir un beau CV, il ne suffit pas de publier. Il faut aussi ensuite valoriser ce qu'on a fait en mettant sur les réseaux son article, en parlant dans Kudos. Je ne sais pas si vous connaissez KUDOS. C'est un site où vous pouvez mettre le titre de votre article, un petit résumé. Enfin, il faut communiquer autour de ça. Et puis donc, j'ai postulé à plusieurs prix que j'ai eus, dont le prix de la chancellerie des universités de Paris et en médecine. Et à peu près à la même époque, l'ESDR, donc European Society for Research in Dermatology, m'a repérée et ils m'ont dit est-ce que vous voulez être notre ambassadrice pour représenter la femme européenne chercheuse en dermatologie pour recevoir le prix de la SID, c'est la Society for Investigative Dermatology. Donc là, c'était un prix pour les femmes, mais ils avaient eu mon CV puisque j'avais postulé à une formation de futur leader. Et donc,
ils ont proposé mon CV. Et là, je me souviens à mon voisin de remise des prix de la chancellerie, je lui ai dit, il s'appelait Quentin Vincent, je lui ai dit, ah, on me propose d'être ambassadrice pour les femmes pour la SID, je sais pas si, enfin, je pense que ça va me prendre beaucoup de temps, je suis déjà débordée, je sais pas si vraiment il y a un intérêt à le faire. Et il m'a dit, écoute Lise, là tu sors de Gustave Roussy, tu as un poste à Rennes, mais c'est pas sûr que tu vas faire toute ta carrière à Rennes, donc c'est quand même bien d'avoir un réseau comme ça. Donc, c'est peut-être un investissement pour l'avenir. Donc, j'ai dit OK. Donc, j'ai accepté ce prix de la femme chercheuse en dermatologie, mais ça nécessitait d'être plus disponible aussi, puisque on me demandait de m'impliquer un peu plus dans la cause des femmes, ce qui est toujours un peu ambivalent pour une femme d'ailleurs, parce que plus on donne du temps pour la cause des femmes, moins on en a pour justement faire notre propre travail, qui est déjà pas si simple. Et donc, dans le cadre de ce prix, j'étais en contact avec Barbara Gilchrist, qui était à l'époque chef de service de dermato de Harvard, du MGH exactement, à Boston. Et donc, elle m'a dit, donc dans le cadre de ce prix, en fait, c'était que, entre guillemets, 5 000 $. Il y a des gens qui se sont moqués de moi en disant, oh là là, tu es médiatisée, tu as eu le prix de la femme chercheuse en dermatologie, mais en fait, c'est que 5 000 $, quoi. Donc, c'est même pas pour faire de la recherche, c'est juste, c'est suffisant pour aller dans un congrès américain. Et donc, Barbara Gilchrist m'a dit, donc, avec ce prix, tu peux aller dans un congrès américain et ce serait bien que tu interviewes des femmes en recherche et que tu fasses un article à propos de ça. Donc, j'ai accepté, j'ai été au congrès de la SID à Phoenix j'ai donc interviewé différentes femmes. À chaque fois que je croisais une femme chercheuse, je lui demandais comment ils faisaient dans leur pays. Il y avait par exemple, j'ai remarqué comme ça que par exemple en Grande-Bretagne, ils sont pas mal avancés sur l'égalité femmes-hommes. Ils ont vraiment déjà des mesures universitaires pour favoriser la carrière des femmes, beaucoup plus qu'en France. Donc j'avais l'impression d'être un peu en retard. Puis en parlant à d'autres pays, par exemple la Roumanie, on a l'impression qu'en France, on est très avancé. Donc en fait, on n'est pas les pires, mais on n'est pas les meilleurs non plus. Donc c'était intéressant, ça m'a permis d'avoir une nouvelle perspective plus globale. Et donc, au fur et à mesure que j'ai interviewé, j'ai rencontré des femmes formidables, surtout, je dirais, des universités anglaises qui ont partagé avec moi, par exemple les facs de médecine, ils ont des sortes de labels en Angleterre, et ça s'appelle Athena Swan. Il peut être label or, argent ou bronze, et ils doivent faire des efforts. Par exemple, ils ont des statistiques sur le nombre de femmes qui sont passées en congé maternité et qui sont encore en activité professionnelle 5 ans plus tard, puisque finalement, parfois, la femme, elle abandonne sa carrière, pas immédiatement après la grossesse, mais dans les années qui suivent, parce qu'elle voit que c'est trop dur de gérer les petits-enfants et la carrière. Donc ça, c'est des statistiques que, à ma connaissance, on regarde très peu en France. Et donc, c'était très intéressant de voir ça, puisque après, les universités de médecine, selon leur label, elles peuvent postuler à différents appels d'offres d'argent pour faire la recherche. Donc, disons que c'est vraiment une priorité pour eux de favoriser la carrière des femmes. Donc, j'ai écrit cet article, je vais essayer de vous mettre le lien. Donc, c'est en anglais. C'est dommage, mais bon, d'un autre côté, il y a pas mal d'anglophones qui m'ont écrit suite à cet article. Mais, donc, je vous ai mis le lien là dans la conversation pour avoir accès à cet article. Et c'est un article qui est paru dans un journal des femmes en dermatologie. Donc, c'est une petite niche, mais en fait, les solutions que je propose pour favoriser l'égalité homme-femme, c'est vraiment valable pour toutes les spécialités, que ce soit en clinique ou en recherche d'ailleurs. Et donc ça, c'est juste une synthèse des multiples interviews que j'ai faites. Ce que je dirais aussi, c'est que dans ce congrès de la SID où j'ai interviewé plein de femmes, j'ai été invitée à une session pour les femmes, entre femmes, c'était sur la pause de midi, des femmes qui avaient fait carrière en recherche de dermato et qui donnaient des conseils aux femmes plus jeunes, et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis sentie moins seule
et j'ai vu des femmes plus âgées que moi parler de leurs mêmes problèmes que j'avais avec des petits, puisque j'ai 3 enfants. À l'époque, j'avais vraiment des tout petits enfants d'ailleurs. Donc, les femmes plus âgées disaient comment elles géraient le fait d'avoir des enfants, d'essayer d'avoir, c'est la question récurrente, hein, c'est comment avoir une bonne balance vie pro, vie perso. Et donc, vraiment, j'ai bu leurs paroles. Je crois que c'était le plus intéressant de tout le congrès. Par exemple, qu'il faut savoir dire non pour des choses qui ne vont pas nous servir, puisque sinon, on se retrouve à faire les choses que les hommes ne veulent pas faire souvent. Comme par hasard, on demande beaucoup aux femmes de faire des missions un peu de secrétariat administrative et, par exemple, s'occuper des finances de l'université, ça va plutôt être un homme. Et il ne faut pas dire oui à tout parce qu'il faut quand même garder, il ne faut pas juste être flatté qu'on nous propose des responsabilités. Des fois, ça ne va pas dans notre objectif à nous. Il faut garder toujours un objectif et regarder si les propositions que l'on fait vont dans cette direction ou pas. Quoi d'autre? Il y avait aussi une mère qui disait que sa fille lui disait « Je ne comprends pas, toutes les mamans, elles font des muffins au goûter pour le reste de la classe. » Et puis, finalement, après, sa fille a fini par dire « Oui, mais moi, ma maman, elle soigne le cancer. » Et elle était plutôt fière de ça. C'est pour dire que, en fait, il faut aussi, c'est important de dire les mots. Il ne faut pas juste beaucoup travailler et à être absente. Du moment que c'est dit, en fait, la communication, c'est souvent la clé pour beaucoup de problèmes. Si on explique aux enfants pourquoi on est si absente, mais que c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, qu'on est vraiment utile et qu'on fait avancer les choses, je pense que les enfants sont tout à fait aptes à comprendre ça. J'espère que j'ai encore un peu de temps. Ça va pour le temps? J'ai dépassé. Bon, je vais voir si j'ai... en tout cas, je vous ai mis l'article. Dans l'article, il y a un lien vers le projet implicite qui a été fait par des chercheurs d'Harvard en psychologie qui permet de se tester soi-même. Donc, je vous invite vraiment à le faire parce que j'ai découvert comme ça que j'avais moi-même des biais inconscients, que moi aussi, j'associe plutôt une femme à l'art et à la cuisine et un homme aux sciences et inconsciemment. Et donc, une fois qu'on voit que c'est inconscient, mais qu'on le fait quand même, après, on arrive à corriger ça. Mais il faut déjà voir qu'il y a un problème. Voilà, bon, je vais m'arrêter là alors et passer la parole à Nathalie Piles. Merci Lise. Merci à vous. Merci Lise, merci à votre association, à toutes de m'inviter pour ce petit moment d'échange entre nous sur les réseaux. Je me présente, donc je suis Nathalie Pi, je suis présidente donc de ToGap, qui est un nouveau collectif qu'on a créé l'année dernière et sur lequel je vais vous dire quelques mots. Et puis, je suis haute fonctionnaire depuis 30 ans et je suis également présidente d'Administration Moderne, qui est l'association interministérielle des femmes hautes fonctionnaires et qui anime le travail collectif des réseaux féminins d'administration. L'administration moderne existe depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, ce qui m'a été demandé, c'était de partager avec vous l'expérience des réseaux féminins, essentiellement pourquoi un réseau féminin, à quoi ça sert, est-ce que c'est important, comment on le crée et qu'est-ce que ça apporte aussi bien aux personnes individuellement qu'à la collectivité. Alors, ça a déjà été dit avant moi et bien illustré à l'instant par Lise. En quoi c'est important? Tout d'abord, c'est parce que nous, en tant qu'individus, en tant que personnes, on se retrouve confrontés dans notre vie professionnelle à des situations ou à des difficultés ou à des problèmes que l'on peut penser être directement liés à sa propre personne. Et en réalité, ce sont des sujets systémiques. Mais comme on a été éduqué, surtout quand on est dans des trajectoires professionnelles qui nous amènent à des postes de responsabilité, on a tendance à avoir le réflexe de la bonne élève et puis le réflexe républicain, tout simplement, de la promotion méritocratique. C'est que si on arrive quelque part, c'est parce qu'on a passé des concours, on a suivi des formations, on a des diplômes et donc on a une compétence et que
le seul sujet, c'est la compétence. Et un jour, on s'aperçoit, alors qu'on n'est pas du tout préparé à ça, que la compétence n'est pas forcément le sujet premier qui intervient dans les parcours professionnels. Et il peut y avoir un moment, quand on n'est pas informé de ça, un moment de trouble. Et alors de moins en moins parce que évidemment les réseaux depuis un certain nombre d'années se mettent en place pour bien mettre le doigt sur le fait que ce qui nous trouble n'est pas, nous ne sommes pas à l'origine de ce trouble, mais que le trouble est lié à quelque chose de systémique. Mais j'allais dire, dans ma génération, on a attendu quasiment 40 ans avant de prendre conscience vraiment que ce qui se passait était un peu étrange quand on avait comme repère la méritocratie. Alors, ce qui est important, c'est de se dire que ce n'est pas le réseau pour le réseau, mais c'est d'une part être lucide. Ça permet d'être lucide et ça permet d'avoir des outils pour progresser dans un univers qui n'est pas si favorable au déploiement dans les meilleures conditions des carrières des femmes. Et comme le disait tout à l'heure Géraldine, je crois que ces réseaux permettent évidemment d'échanger, de se réassurer, de voir que les personnes qui constituent ce réseau ont des compétences à valoriser. Alors, la timidité, elle peut être partagée par les hommes et par les femmes, mais elle est probablement, j'allais dire, il y a une sous-valorisation de ce que sont les femmes, ce que font les femmes par elles-mêmes. Alors, évidemment, c'est très important et c'est d'autant plus important que ces questions-là, malheureusement, encore une fois, je pense que c'est un peu le réflexe de la méritocratie républicaine qui veut ça, malheureusement, on se dit spontanément que ces sujets d'inégalité, qui sont des injustices fondamentalement, qui sont des discriminations, devraient être pris en compte par les partis politiques, par les syndicats, etc. Et on s'aperçoit, in fine, que pas du tout. Et donc, ce ne sont pas, j'allais dire, les relais classiques qui permettent de lutter contre ces difficultés qui sont mises en mouvement. Et pourquoi? Et parce que, en fait, la réalité est celle-là, c'est que tout type d'organisation et toute institution, finalement, reproduit ces biais sexistes et qui existent à l'intérieur des institutions, qui existent à l'intérieur des partis politiques et des syndicats. Et il se trouve que cette question d'égalité femmes-hommes n'est pas une question privilégiée, même s'il y a beaucoup de communication de plus en plus sur le sujet, mais en réalité, ce n'est pas un sujet privilégié. Et encore moins quand on parle de partage de la décision entre les femmes et les hommes, puisque c'est un sujet de pouvoir. Et donc, ce sujet est systématiquement mis de côté, y compris quand on parle d'égalité professionnelle. Et je voudrais insister sur ce point parce qu'il est quasiment à l'origine de la création de TOGAP, de ce réseau TOGAP, qui veut dire en fait Gender and Governance Action Platform. C'est un jeu de mots sur le gap entre les hommes et les femmes et le gap entre le public et le privé, parce que c'est un réseau qui rassemble les réseaux professionnels féminins du secteur public et du secteur privé, et je vais y revenir. Pourquoi ce réseau a-t-il été créé? Parce que nous-mêmes, qui sommes membres de réseaux féminins dans nos différents univers, publics et privés, on a fait un constat qui est celui que je viens de faire, qui est que s'il y a un sujet sur lequel on n'avance pas, c'est le partage de la décision. Et malheureusement, on n'avance pas alors que le contexte est favorable. On a la chance d'avoir une grande cause du quinquennat. C'est la première fois qu'on a une grande cause du quinquennat. En général, on a des grandes causes annuelles. Là, c'est une grande cause quinquennale et c'est l'égalité femmes-hommes. Donc, on est par définition dans un environnement favorable sur nos questions. Pour autant, alors, autre chose de favorable, c'est qu'on a aussi un certain nombre d'initiatives gouvernementales et parlementaires, de textes de loi qui ont été élaborés et mis en œuvre, aussi bien dans le secteur public et dans le secteur privé, sur l'égalité professionnelle, qui, là également, font progresser le sujet, que ce soit dans le secteur privé avec la loi Pénicaud, sur l'index concernant notamment les écarts de rémunération, que ce soit dans la fonction publique avec la loi de 2019 sur l'égalité, notamment dans son volet égalité professionnelle,
on remarque une chose, que même si on a des lois qui font progresser cette question d'égalité professionnelle, la question du partage de la décision ou de la gouvernance dans le secteur privé ou dans le secteur public est mise de côté, y compris dans ces véhicules législatifs, dans ce cadre favorable. Alors là, on s'est dit, c'est pas possible, on ne va jamais y arriver. Et donc, quand on échange avec nos responsables politiques sur ces sujets-là, ce qui nous est répondu, c'est que, bon, déjà, il faut se réjouir qu'on avance sur les autres sujets. Et puis, bon, c'est pas si grave que ça, si on n'est pas avancé sur ce sujet-là, on verra ça plus tard. Donc, comme on voit ça plus tard depuis des siècles, on s'est dit qu'on allait parler que de ce sujet. Parce qu'en réalité, le partage de la décision, c'est de là que tout le reste procède. Si on ne partage pas la décision, par définition, les décisions qui sont prises, eh bien, elles ont des biais, comme Lise vient de le dire. Donc, on s'est rassemblés dans ce réseau-là, TOGAP, pour vraiment peser sur le partage de la décision à tous les niveaux, dans toutes les organisations, publiques comme privées, entre les femmes et les hommes. Alors, la question c'était comment aller plus loin, est-ce qu'on fait un réseau de réseaux? Eh bien, je dirais, on a appris en marchant. On a appris en marchant parce que on s'est aperçu d'une chose, par exemple, dans le côté secteur public, qui est plus simple en fait en termes d'environnement que le secteur privé, qui est très, très hétérogène. Chez nous, c'est plus homogène. On s'est aperçu, quand on a créé Administration moderne en 1998, ça a été compliqué parce que c'était quand même un environnement hostile à l'époque. Et en se développant, on a créé des réseaux dans différents ministères parce que les carrières professionnelles, évidemment, sont très, très différentes. Que l'on soit militaire, juge, administratrice à Bercy ou dans le monde de la culture, etc. Donc, nos carrières ont des déroulements professionnels très différents, donc ça nécessitait un accompagnement des parcours professionnels des femmes qui soit très adapté au milieu professionnel. Donc, on a créé des réseaux dans chaque ministère, mais on s'est aperçu que c'était très important de conserver, j'allais dire, un réseau de réseaux, parce que c'est comme ça qu'on arrive à peser et à se faire identifier comme interlocuteur pour ensuite pouvoir avoir des marges de manœuvre aussi infimes soient-elles, mais on les espère les plus opérationnelles possibles, avoir des marges de manœuvre sur l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Donc le fait de se constituer en réseau, qu'il soit formel ou informel, c'est très important pour avoir une certaine légitimité en tant qu'interlocuteur, mais notamment des pouvoirs publics. Et en ce qui concerne, j'allais dire, ce moment d'agacement, qui est en fait un peu un moment de colère, qui a été à l'origine de la création de TOGAP, on a créé ce réseau qui est un très jeune réseau, donc, mais qui est solide et fort de tous ces réseaux professionnels et qui tout de suite a trouvé une place en tant qu'interlocuteur des pouvoirs publics, tout de suite. Et pourquoi? Parce que d'une part, il y a cette puissance du collectif, le fait d'avoir 60 réseaux qui sont eux-mêmes parfois des réseaux de réseaux avec, quand vous comptabilisez l'ensemble des membres, rien que les membres fondateurs, ça fait 500 000 membres, ce qui est quand même absolument colossal. Eh bien, il y a à la fois cette puissance-là, le fait de sortir de nos cadres, qu'on sorte de la fonction publique, c'est-à-dire les réseaux de la fonction publique parlant aux employeurs publics ou les réseaux du secteur privé parlant à un certain type d'employeurs, il y a un moment, eh bien, ça finit par ne plus embrayer ou en tout cas peser. En revanche, si le sujet est transversal, je vois que Valérie dit donner des ailes à la santé, en tout cas, bien sûr, et on en est extrêmement content. Et j'allais y venir aussi pour la suite, ça donne une certaine légitimité vis-à-vis de nos interlocuteurs. Et puis, il y a aussi une méthode à laquelle on n'a pas pensé à l'origine, mais qu'on a mise en place en marchant. C'est tout à fait à la fois expérimental et opérationnelle. La méthode est la suivante, c'est que si on veut travailler sur des sujets très précis, par exemple, le gouvernement avait en tête l'année dernière un projet de loi sur l'émancipation économique des femmes, et ça s'est retrouvé en proposition de loi sur l'autonomisation économique.
avec une question sur l'index, une question sur les quotas, on met des quotas ou pas, est-ce qu'on met des quotas dans les comités de direction et les comités exécutifs d'entreprise ou pas, avec une très très forte résistance comme vous l'avez évidemment vu, et puis avec le risque que tout ça passe à la trappe parce que juridiquement c'est pas solide, on ne sait pas ce que c'est qu'un cadre dirigeant dans le secteur privé, on ne sait pas ce que c'est la définition exacte d'un comité de directeurs, etc. Eh bien, la chance qu'on peut avoir dans un réseau de réseaux comme ça, c'est de pouvoir compter sur le très haut niveau de compétences de chacun de ces réseaux et, par exemple, un très haut niveau de compétences juridiques avec les associations de femmes juristes, un très haut niveau de compétences sur les questions comptables ou sur la nature même de certains métiers. Et donc, on est en capacité de faire des propositions extrêmement précises, solides, vérifiées juridiquement, qui permettent de consolider une volonté des pouvoirs publics d'aller plus loin. Et puis, le fait que ces réseaux existent, on peut aussi tester la viabilité des propositions que l'on fait, c'est-à-dire que quand on fait une proposition, par exemple, sur les quotas ou sur la mise en place d'index, etc., on peut demander à nos réseaux de vérifier dans leurs univers professionnels si c'est valide, si c'est faisable dans les petites entreprises, dans les grandes, pour les femmes entrepreneurs, etc., etc. Et ce qui fait qu'on arrive avec un produit fini, qu'on peut présenter au pouvoir public et qui, du coup, eh bien, s'en empare. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé nos propositions dans la proposition de loi actuelle qui est en train d'être débattue devant le Parlement. Et ce réseau de réseaux, qui est tout jeune, il a simplement pour lui d'avoir cette compétence extrêmement variée et de très haut niveau grâce à ces réseaux professionnels. Et il a aussi pour lui la capacité d'être très réactif et de pouvoir tester dans son univers si ce qu'on propose est valide. Et ça, eh bien, on ne l'a pas. En réalité, moi qui suis haute fonctionnaire depuis 30 ans, je sais bien que même si on a un très très haut niveau de compétences dans l'État, on n'a pas ce degré de compétence qui nous vient évidemment du terrain et on n'a pas non plus la capacité de valider comme ça très rapidement la faisabilité des propositions qu'on fait. Et ça, on s'aperçoit que aussi bien du côté de l'exécutif que du Parlement, on a tout à fait identifié en quoi ce réseau était une ressource, une vraie ressource constructive, parce que notre sujet, c'est que ça marche, ce n'est pas la revendication pour la revendication, c'est que ça fonctionne. Donc, l'état d'esprit est constructif et c'est comme ça que c'est perçu. Et pour revenir sur le fait que donner des ailes à la santé et dans tout gap, en quoi c'est très important, parce qu'évidemment, c'est encore plus important dans le contexte qui est le nôtre, notamment dans un contexte de pandémie, etc. Donc, on a vraiment cette problématique qui a sauté à la figure de tout le monde sur vos professions en particulier de l'égalité femmes-hommes dans le monde que moi j'appelle de la médecine ou de la santé au sens large. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que dans le cadre des réseaux professionnels féminins du secteur public, on a déjà depuis quelques années maintenant l'habitude de travailler dans le réseau du secteur public de l'État et des collectivités territoriales. Et il nous manquait la troisième partie de la troisième fonction publique, hospitalière. Et ça nous paraît très, très important que vous puissiez rejoindre les travaux qu'on fait entre les deux autres fonctions publiques pour qu'on puisse aussi porter collectivement ce qui est spécifique à la fonction publique hospitalière. Ce qu'on fait déjà avec la fonction publique territoriale, ce qu'on fait pour la fonction publique d'État. Et donc, c'est d'autant plus pertinent qu'il y avait vraiment quelque chose de manquant là dans cette ressource et dans ce travail collectif. Et le travail que nous faisons, aussi bien dans les réseaux professionnels du secteur public avec administration moderne que dans TOUGAP, c'est qu'on a un laboratoire d'idées. Et ce laboratoire d'idées identifie quelques sujets fondamentaux sur lesquels on veut travailler d'une part opérationnellement parce que l'idée est que ça se transforme soit en texte, soit en politique publique, et puis des sujets de fond sur lesquels on travaille à long terme. Et tout ce qu'on fait dans le cadre du laboratoire d'idées de l'administration moderne qui existe déjà depuis un certain temps, ça s'est versé
automatiquement dans la réflexion du laboratoire d'idées public-privé qu'on a avec TOGAP. Et dernier point sur l'importance aussi des réseaux que vous avez déjà toutes les deux abordé en début d'échange, c'est la visibilité. Et cette visibilité, elle passe par le fait de pouvoir repérer des personnes et de pouvoir aussi les repérer, mais aussi savoir où les repérer. Et c'est pour cette raison que quand on a vu, encore une fois, comment se passait l'impact de la pandémie sur l'égalité femmes-hommes, sur la visibilité des femmes, on a décidé de créer une base d'expertes parce que dans tous nos réseaux, on a un nombre incalculable d'experts par définition. Et donc, on a voulu utiliser cette formidable ressource, la valoriser et donc créer une base d'expertes, donc des experts de nos réseaux. Et on lance un appel aux membres de nos réseaux pour savoir quelles sont celles qui sont tout à fait disposées à se mettre en visibilité, à prendre la parole dans les médias, à faire partie de tables rondes, être sollicitées ici ou là, et donc d'envoyer des profils, d'être répertoriés dans une base. Et cette base, on a commencé à la constituer. Il y a déjà plusieurs centaines de profils dans cette base et on a maintenant des partenariats avec un certain nombre de médias qui vont aller puiser dans cette base les expertes nécessaires en fonction des projets qu'ils ont, des missions, de papiers divers, etc. Voilà, donc il me semble que les réseaux sont là pour plusieurs choses, c'est-à-dire déjà pour en fait combler un manque. C'est-à-dire que les sujets sur lesquels nous sommes ne sont portés par personne d'autre que nos réseaux. C'est comme ça. Et c'est pour ça que les réseaux se sont constitués, tout simplement. Et donc, comme disait Géraldine, nos mères nous ont toutes dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et en réalité, ils nous aident quand, quand ils y pensent. Et donc, les réseaux sont là pour ça aussi. C'est que, voilà, si on ne se met pas collectivement ensemble avec un esprit totalement constructif et désintéressé et bénévole et en même temps très engagé, on ne fera pas progresser ce sujet parce que, in fine, on met le doigt sur la question de partage du pouvoir et ça ne se fera pas via les institutions classiques ou les relais classiques. Voilà ce que j'avais à vous dire dans les grandes lignes. Merci. Merci. Moi, j'avais juste peut-être une question avant qu'on regarde. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions dans le chat, mais moi, j'en avais une. Je suis un peu l'évolution des réseaux depuis une vingtaine d'années maintenant, dans différents secteurs. Et on a quand même l'impression, je ne sais pas si vous allez confirmer ou pas, mais qu'il y a une accélération de la dimension vraiment affaires publiques, influence, etc. Les premiers réseaux, on échangeait beaucoup sur nos rythmes de vie, la charge mentale, la gestion des enfants, des carrières, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment passé dans une sphère politique où finalement on se dit mettons-nous ensemble, non pas on se regarde, on se console, je ne sais plus comment on dit, on se compare, on se console les unes les autres parce qu'on vit la même chose, mais parce que on veut effectivement faire bouger les lignes, on veut changer un certain nombre de décisions et faire aussi en sorte que le pouvoir change de main. Est-ce que vous ressentez cette accélération-là? Je pense, oui. Et au-delà de l'accélération, je me dis que c'est peut-être un changement de nature. C'est-à-dire que au début, c'était presque une question de survie, en tout cas mentale, je pense, qui est de se dire le sujet, c'est pas moi, le sujet, c'est le système. Donc, dans un premier temps, oui, je dis que c'est un peu un réflexe de survie, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est plutôt ça, c'est se rassurer, qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi est-ce que moi je ne parviens pas ou je ne suis pas nommée, etc. Puis en fait, on s'aperçoit, tiens, il faut que j'attende 3 ans de plus parce que voilà, c'est le système. Donc, et puis après, une fois qu'on a pris conscience de tout ça et qu'on a analysé pourquoi le système était comme ça, d'où ça venait, et donc je pense qu'on est en train de changer de dimension, de nature, effectivement, en disant il faut que ça change, il faut que le système change. Donc on est dans une deuxième étape, ça c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Merci. Je crois qu'on avait quand même quelques questions, Florian.
Oui, du coup, on a quelques questions. Je vais poser une première question à tout le monde. Quels seraient vos conseils en fait pour animer un réseau? C'est faire ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, entre autres. Réunir une communauté, prendre des sujets qui la concernent et puis qui concernent ces communautés, et puis aussi faire se rejoindre le contexte extérieur, notre environnement, une actualité et ce qu'on a envie de transformer, je dirais. Donc, il y a le côté vraiment animation de la communauté, il y a le côté aussi éducation d'une certaine façon de notre communauté au sujet sur lesquels on veut travailler. Mais ça n'est que mon avis, donc je laisse la parole à mes collègues. Alors, c'est une question qui est compliquée. Je me dis, il faut peut-être revenir à l'essence du réseau. Je pense qu'il faut partager une envie. Il faut partager une envie, il faut partager une dynamique, il faut partager une vision du monde. Les réseaux, ils sont bénévoles, c'est-à-dire que tout ce temps-là, c'est en plus de ce qu'on fait dans nos métiers, dans nos vies personnelles, etc. Et si on fait ça, je pense que c'est pour que ça tienne, pour que le moteur soit là, c'est qu'il faut avoir une vision, une envie qui nous dépasse avec un cap, où est-ce qu'on veut en venir. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se dire là aujourd'hui, on veut changer les choses, mais on veut changer quoi? On veut changer le monde en fait. Disons-le vraiment, changeons le monde parce que et une fois qu'on a ça au fond de soi, en se disant tiens, je passe des heures au lieu d'aller je ne sais pas où, etc., pour faire mon réseau, je sais quoi faire, comme si j'avais 25 ans à cocher des petites cases et des petits tableaux. Et, si je le fais avec plaisir, c'est parce qu'on sent une dynamique partagée, collective, une énergie. Cette énergie qui est constructive. Voilà, alors c'est abstrait ce que je dis, mais je pense que c'est en même temps très important parce que ce que j'observe, par exemple, dans un réseau comme ToGap, c'est que toutes les femmes qui sont là, elles sont toutes suroccupées, elles ont toutes des enfants dans tous les âges ou des parents âgés, etc. On a toutes énormément de choses à faire et des responsabilités. Et pour autant, on se retrouve avec plaisir et on travaille avec plaisir et on y va dans un bon esprit. C'est parce que et chacune se partage, prend un petit morceau, etc. Donc animer un réseau, je pense que il faut revenir au cœur du moteur de cet engagement et qu'on sente à quel point il est partagé, collectif, désintéressé pour l'intérêt commun. Une fois qu'on a bien identifié ça, je trouve que le booster vient de lui-même. Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Effectivement, je crois qu'il y a deux étapes en fait importantes. La première étape, c'est d'identifier une thématique ou une problématique, mais en tout cas quelque chose qui va animer tout le monde dans cette même dynamique. Il faut être un petit peu passionné par ce sujet. Et c'est vrai que l'égalité homme-femme, c'est un sujet où généralement les femmes se sentent concernées et s'investissent. Alors on l'a dit, c'est un investissement, c'est un engagement, mais qui doit être effectivement désintéressé, bénévole et pour le bien de la communauté. Et ça, c'est aussi un point important. Et ensuite, il faut passer aux actions concrètes. C'est la deuxième étape, c'est-à-dire que regrouper, sensibiliser, c'est bien, mais ensuite, pour garder la dynamique, faut qu'il y ait des idées, il faut qu'il y ait des projets, il faut qu'on ait cette impression d'avancer vers quelque chose de mieux. Oui, être concret. Ouais. Moi, je travaille aussi dans un réseau où on est tous d'accord avec d'autres médecins pour dire qu'il faut mieux former des généralistes à la dermato. Et les premiers membres de ce réseau, c'est après moi qui donne un cours, il y a des gens motivés qui viennent me voir et qui disent « Ah oui, moi je pense aussi qu'il y a un besoin ». En fait, c'est souvent comme ça. Finalement, on ne peut pas forcer quelqu'un à être actif dans un réseau. Par contre, quand il y a un vrai besoin, on est forcément plusieurs à l'avoir identifié, plusieurs à être très motivés pour aller vers cet objectif. Et ça se fait naturellement. Et finalement, je trouve que le réseau qui marche le mieux, c'est quand il y a un vrai besoin et en fait, les gens viennent tout seuls. Et il y a pas, si on essaye de forcer quelqu'un à aller avec nous et que la personne n'avance pas, enfin,
c'est pas la meilleure technique et en gros, ça se fait assez naturellement, je trouve. On a une autre question. Quelles sont les explications possibles au retard de la France? C'est le côté latin. Moi, je pense, hein, le côté très latin, parce que les pays du Nord, bah, vous savez bien que les congés mater durent beaucoup plus longtemps. Enfin, c'est pas un bon exemple, mais les hommes aussi s'arrêtent plus longtemps. Je pense que c'est le côté latin, et plus on va vers le sud, et plus la femme a un rôle vraiment très différent de l'homme, je trouve. Oui, il y a un point important aussi, c'est qu'en France, on n'aime pas le changement. Et c'est vrai que tout changement, toute forme d'évolution qui va perturber un petit peu les habitudes, moi je vois qu'on a dans l'association d'urologie, sur 24 membres du CA, 24 hommes. Le fait qu'il y ait une femme qui se présente, ça leur a semblé une révolution. Donc, le changement est un petit peu dur à accepter parfois. C'est peut-être une position un peu plus française, que les Américains ont un peu plus cette capacité à évoluer, à changer, à ne pas se fixer sur des bases fondamentales. Puis on est dans un… Ah, Pardon. oui, je voulais juste dire le présentéisme en France aussi, je trouve que par rapport aux États-Unis, en gros, aux États-Unis, globalement, à 17 heures, dans les labos de recherche, en tout cas, si on était encore là, c'est qu'on avait mal travaillé, alors qu'en France, faut limite poser sa demi-journée si on veut partir à 17 heures parfois. Enfin, et donc, en France, il y a une sorte, on prône un peu le présentéisme au travail jusqu'à 19 heures, c'est bien vu. Et donc, pour les femmes, c'est plus compliqué, je pense, de vivre les deux sereinement, la famille et le travail. Je veux aussi dire, on est dans un système qui a été conçu pour et par des hommes. Donc, je pense que c'est très, très lourd à faire bouger, à faire évoluer, à faire changer. Et c'est ce que disait Nathalie. À un moment donné, on se heurte au sujet du pouvoir, et le pouvoir, ils ont quand même du mal à le distribuer. Ils n'ont pas du tout envie de passer le relais. Voilà. Donc, effectivement, il y a cette réalité-là dans laquelle on évolue et où on arrive à avoir quand même quelques victoires. Il ne faut pas non plus voir le verre complètement vide. Mais bon, je pense que c'est quand même effectivement dur et long à bouger, mais c'est ce qui justement doit nous motiver dans nos réseaux les unes et les autres pour continuer d'avancer et continuer de proposer des solutions. Moi, je vais être obligée de vous quitter parce que j'enchaîne à 14 heures et j'introduis la réunion de 14 heures. Donc, je vais vous laisser entre vous. Je vous dis juste au revoir et merci beaucoup. Et je vous laisse pour la dernière, les deux dernières questions. Merci Valérie. À bientôt. Donc, on a une autre question, mais je pense qu'on allait y répondre juste après. C'est comment adhérer à l'un de vos réseaux. Donc, Alice, je ne sais pas si tu veux intervenir ou… Oui, tout à fait. Alors, effectivement, vous l'avez compris, avec Donner des ailes à la santé, notre objectif, c'est justement d'avoir un cadre pour la construction de ce réseau autour de l'égalité entre les femmes et les hommes, à la fois un espace d'échange pour que il puisse y avoir du partage et de la prise de conscience que voilà, c'est pas moi le problème, c'est quelque chose de systémique, à la fois un espace d'entraide, et on essaye de mettre en place des choses assez concrètes à notre niveau, comme ces ateliers, comme des outils qu'on met en place pour la démarche égalité pour aider à faire avancer les choses. Et un espace de proposition, c'est finalement le troisième niveau qu'on va faire avec l'aide de Tougap, en construisant justement ce groupe de travail autour de la fonction publique hospitalière pour être force de proposition pour que les choses évoluent. Donc l'association est assez récente et nous, on a vraiment envie de se développer et d'intégrer les personnes motivées par la cause. Du coup, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller voir notre site web qui s'appelle donnerdesailesalasanté.org. Et elle, c'est E2LES pour le jeu de mots. Et vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail à l'adresse contact@donnerdesailesalasanté.org si vous souhaitez adhérer. Et comme ça, on pourra reprendre contact avec vous et vous proposer l'adhésion. L'objectif, c'est qu'on soit ensemble nombreux et nombreuses. Il y a aussi des hommes dans l'association et qu'on avance tous dans la direction qui nous intéresse, c'est-à-dire de promouvoir l'égalité et la parité entre les femmes et les hommes.
Si vous Nathalie, me je vous laisse permettez, compléter, bien sûr. non, si vous me permettez, alors non, Alice, vous avez dit tout ce qu'il fallait sur l'adhésion au réseau. Je voudrais réagir aux petits commentaires que je vois dans le chat. Si j'ai bien saisi, vous prenez le changement dans la douceur plutôt que la révolution des anciennes féministes. Alors, je pense qu'il ne faut pas la douceur, je ne sais pas, l'absence de conflit, oui, parce qu'on n'est pas dans le conflit, mais on est très ferme. C'est-à-dire, ce matin, par exemple, Valérie parlait de la petite réunion qu'on a faite ce matin avec Brigitte Brésil, la présidente du Haut Conseil à l'égalité. On parlait des quotas. Aujourd'hui, la douceur voudrait qu'on ait des mesures incitatives, etc., ce que voudraient un certain nombre d'employeurs publics comme privés. Et nous, on défend les quotas parce que sans quotas, pas de résultat. C'est quelque chose qu'on a vérifié. Bon. Alors, ce n'est pas la douceur, ça. C'est-à-dire qu'on est dans une grande fermeté sur des choses dont on sait qu'elles fonctionnent ou dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas. Après, est-ce qu'on prône la révolution ou pas, on ne prône pas la révolution, mais on souhaite changer le monde quand même, c'est-à-dire ce qui sera en soi une révolution. Donc, il faut, voilà, je crois qu'il faut faut bien avoir en tête que ce qu'on prône quand même collectivement, ce sont des mesures d'une véritable efficacité. Et du coup, on ne tire pas ça vers tout ce qui est purement de l'incitatif. Il y a évidemment de l'incitatif, mais il y a aussi du réglementaire, du législatif et de la contrainte. Et sans un certain type de contrainte, on n'y arrivera pas. Je rebondis là-dessus, je crois que c'est super important, effectivement. Alors, la révolution, oui, mais pas dans l'opposition, on l'a dit. Il ne faut pas que nos collègues masculins aient l'impression qu'on arrive contre eux, c'est pas ça. On est là pour essayer de faire évoluer les choses, ce qui en plus sera bénéfique pour eux à terme. Et il y a quelque chose qui a été dit effectivement tout à l'heure qui est très important, c'est que le réseau, justement, il est là pour donner un petit peu de légitimité en tant qu'intervenant, vous l'avez dit tout à l'heure, et je pense que c'est super important parce que ce qui est difficile, c'est d'avancer seul. Et quand on avance seul, oui, on avance avec une certaine opposition et généralement, c'est très mal perçu. Et c'est là qu'effectivement, voilà, on a des termes comme « oh là là, c'est une féministe » avec ce terme un peu péjoratif, qui prend une connotation péjorative, alors que ça ne l'est pas. Mais effectivement, je crois que le fait d'avancer ensemble, en réseau, de manière collective, ferme et déterminée, ça a beaucoup plus de poids. Vous l'aurez compris, c'est le mot de la fin de cet échange. Voilà, rejoignez-nous si vous êtes intéressés par ce sujet. Et nous, on est vraiment preneurs de bonne volonté. On a envie d'avancer tous ensemble et on espère qu'on pourra compter aussi sur vous et travailler voilà, main dans la main. Merci à tous pour votre écoute. Merci Alice. Merci. Bonne journée.